de 150 000 candidats en quête du premier diplôme universitaire au Burkina. Les épreuves du baccalauréat 2021 ont débuté ce jour. 579 jurys sont enregistrés pour mettre à disposition les résultats du premier tour le 16 juillet. Nous ferons le constat du démarrage ainsi que le point dans les régions. Mettre un terme à la criminalité par la vidéosurveillance. Le projet se nomme SMART et concerne les villes de Bobo et Ouaga. 52 milliards permettront de mettre à la disposition de la police les moyens technologiques nécessaires pour agir dans les pôles urbains. Détail du projet dans cette édition. Une majorité présidentielle remontée contre l'opposition, c'est ce qui a été donné à voir aux hommes de presse ce jour. L'attitude de l'opposition face aux questions d'intérêt national est fustigée par l'APMP. L'avenir du dialogue politique et les récentes mesures du chef de l'État étaient également à l'ordre du jour. Le développement en cours d'édition. 4 mercenaires tués, 2 autres arrêtés en Haïti. Ils seraient tous impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. La police indique avoir poursuivi les membres du commando auteur de l'exécution. Aussitôt après l'attaque, les opérations se poursuivent. 3 autres policiers précédemment pris en otage ont été libérés. Ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de les développer, ouvrons cette édition par le carnet d'audience du chef de l'État. Cet après-midi, c'est la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre qui est reçue par le président du Faso. Marie-Pierre Poirier a fait au président le point de ses visites à Kaya et Dori au sein des communautés, non sans omettre la question de l'enfance et présenter ses condoléances pour Solhan, Kwala Nebié et Momoni Soubeiga. La directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre chez le président du Faso. Après avoir visité les régions du centre-nord et du Sahel, Marie-Pierre Poirier a des motifs de satisfaction quant à la prise en compte des questions de l'enfance au Burkina Faso. Je voulais féliciter le Burkina Faso d'avoir gardé le cap pour protéger l'enfance. La vaccination des enfants reste à plus de 90% malgré la Covid. Nous voyons l'école qui est sous attaque dans beaucoup de régions, mais qui reste un lieu privilégié où toutes les actions de l'État peuvent se combiner pour contribuer à un développement durable. J'ai félicité Monsieur le ministre parce que l'école que j'ai visitée nous a donné les résultats scolaires, c'était à Kaya, les résultats scolaires de l'examen de fin de primaire. Sur les 12 enfants qui étaient candidats, 7 ont eu l'examen, donc 4 filles. Donc, beaucoup de choses se passent très positivement au Burkina Faso. Selon la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, beaucoup d'enfants sont encore sans certificat de naissance malgré les efforts consentis par les autorités burkinabées. Et pour cela, elle invite le président du Faso à peser de tout son poids afin de changer la donne. En soutien à l'initiative de l'Union africaine, j'ai souhaité que le président de la République nous aide à trouver des fluidités pour s'assurer que tous les enfants puissent avoir accès à ce certificat de naissance là où ils sont et pas simplement là où ils sont nés, ce qui crée des difficultés. Nous avons parlé du registre social unique qui permettrait de coordonner, de rationaliser toutes les actions de protection sociale des différents acteurs et ministères. Le président de la République a confirmé son attachement à ces différents sujets et m'a promis qu'il allait analyser les choses avec intérêt pour voir comment dynamiser ces différentes idées. La directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a aussi présenté ses condoléances au chef de l'État suite aux attaques de Solhan qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. L'actualité, c'est également le lancement des épreuves du baccalauréat 2021. Plus de 154 000 candidats en lice pour l'obtention du parchemin. Un effectif en hausse de 23% par rapport à l'année écoulée. Et c'est dans la salle numéro 1 du jury 551 du lycée Bassile Zignaré que le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé au lancement de la session. Le témoignage de Konsoun Koulibaly et bienvenue Tonsa. Les choses sérieuses commencent pour ces candidats au baccalauréat session de 2021. Pour le lancement officiel des épreuves, ici au lycée provincial Bassi de Zignaré, 2 ministres sont là. Stanislas Waro, de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, et Al-Kassoum Maïga, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Ces examens concernent 154 775 candidats
au plan national. Nous avons précisé qu'il ne s'agit pas d'un concours, mais qu'il s'agit d'un examen et que par principe, un examen, il n'y a pas de nombre de places limité. Donc nous comptons beaucoup sur cette session et nous espérons qu'on va avoir aussi des taux de succès assez importants au baccalauréat. Eu égard au fait que nous avons pu ouvrir des centres universitaires, on a renforcé certaines universités pour que les capacités d'accueil soient améliorées. Donc nous espérons qu'on va avoir un taux de succès honorable. L'organisation de la présente session est assurée par le ministère de l'Enseignement supérieur, foi de Alkasso Maïga. Ici au lycée Bassi de Zignaré, ils sont près de 1200 candidats à la recherche du premier diplôme universitaire. Ce centre qui abrite 4 jurys accueille les élèves des séries A, C et D. Les résultats du premier tour sont attendus le 16 juillet prochain. Ambiance studieuse également dans les autres villes du pays, vous allez le voir. Ils étaient plus de 22 000 à Bobo-Dioulasso, vous allez voir les images. Ils étaient plus de 22 000, disais-je, à répondre présents au début des épreuves. C'est au lycée Sani Sanon que le lancement officiel régional est intervenu. Dans la boucle du Mohone, près de 13 500 candidats répartis dans 52 jurys ont été enregistrés. Et c'est au lycée privé catholique Saint-Gabriel que le top départ des épreuves a été donné. À Waiguier, dans la région du Nord, c'est par l'épreuve de philosophie que les candidats de la série A4 ont amorcé l'examen. Ils sont au total 10 000 à se faire évaluer. Et c'est au complexe scolaire Charles Foyer que le gouverneur de la région a lancé le début des épreuves. On referme le tour des régions par Kaya dans le centre-nord. 14 centres principaux, 14 centres secondaires, 272 salles, 608 surveillants pour plus de 7500 candidats. Fait notable, cette année, le centre-nord accueille les candidats de la région du Sahel. À l'ensemble donc des candidats, nous transmettons nos encouragements et souhaitons plein succès. Le projet SMART entre dans sa phase opérationnelle. Il s'agit là d'un projet qui permet de mettre les grands centres urbains sous vidéosurveillance, une action qui devrait permettre de mettre fin, sinon de réduire considérablement la criminalité dans les villes. La première phase touche Ouaga et Bobo et est mise en œuvre par le ministère de la Sécurité en partenariat avec les entreprises chinoises de technologie. D'un coût global de 52 milliards de francs CFA, ce projet donnera les moyens technologiques nécessaires à la police pour opérer efficacement. Le lancement a été fait ce matin par le Premier ministre Urbain Benito Somé et Pascal Akane. 900 caméras déployées sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Désormais, la police aura ses yeux et ses oreilles sur les deux grands centres urbains du Burkina Faso. Le projet Smart Burkina est la réponse du gouvernement burkinabé et son partenaire chinois à l'augmentation inquiétante de la criminalité dans les grandes villes. Smart Burkina est la suite logique du projet Safe City qui a fait ses preuves. Il a permis de élucider de nombreuses affaires criminelles dans la ville de Ouagadougou. Smart Burkina veut faire mieux avec plus de moyens. Le projet Smart Burkina, c'est 650 km de réseau backbone en fibre optique pour interconnecter certaines villes et localités du pays. 150 km de réseau métropolitain en fibre optique pour interconnecter les différents sites dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Un centre de commande unifié, comprenant un centre de commande national à Ouaga et un centre de commande régional à Bobo-Dioulasso. Un système de vidéoprotection de 306 caméras, dont 220 à Ouagadougou et 80 à Bobo-Dioulasso, pour un total de 900 caméras à raison de 3 caméras par site. Financé à plus de 52 milliards de francs CFA, dont un prêt du partenaire chinois, Smart Burkina veut aller loin dans la protection des citoyens burkinabés dans le respect de la loi, foi du Premier ministre. C'est pour donner à nos forces de défense et de sécurité et à la sécurité intérieure les moyens de pouvoir détecter les zones criminogènes et de suivre les délinquants pour pouvoir plus rapidement résoudre les problèmes que nous rencontrons dans nos villes. Et il ne s'agit pas tout simplement de résoudre les problèmes de criminologie, mais il s'agit aussi de résoudre les problèmes d'accidents de la circulation et de manière globale. Les installations se feront avec les entreprises chinoises, mais rassure l'ambassadeur de Chine, une fois installée, la gestion des données est de la responsabilité exclusive de la partie burkinabé.
Le chef du gouvernement qui a également présidé le conseil d'orientation de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsin. Ce dernier regroupe 11 départements ministériels et a procédé ce matin à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux sur le chantier. Il a aussi été procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la session précédente. Urbain Benito Somé et Abdel Aziz Yagibou. Les lignes bougent et devraient bouger davantage sur le site de construction de l'aéroport international de Donsin, rassure le directeur général de la maîtrise d'ouvrage. Mieux, il annonce l'opérationnalisation de l'aérogare pour le 1er septembre de l'année 2024. Autour du Premier ministre, président du Conseil d'orientation, les premiers responsables des départements ministériels impliqués poussent la réflexion en vue de relever ce défi. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, j'allais dire, d'accélération. Parce que le projet, il est constitué en plusieurs composantes. Il y a toutes les composantes qui concernent la maîtrise d'ouvrage public en cours actuellement, notamment les voies d'accès totalement achevées, les voiries à l'intérieur de la plateforme aéroportuaire, la base militaire qui est en cours. Et nous avons également les composantes de l'aéroport même proprement dite. Donc il y a l'aérodrome avec la chaussée aéronautique. Les travaux ont démarré en janvier 2021. Nous avons les bâtiments en zone technique qui ont démarré également en mars 2021. Et bientôt, nous allons également avoir le démarrage aussi de l'aérogare prévu pour mars 2022. Pour lever les obstacles qui se dressent et avancer plus aisément, des instructions sont données. Pour tous les acteurs impliqués, le maître mot, c'est désormais la diligence. Il y a des recommandations fortes qui ont été faites par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous devons travailler à finaliser ce projet de convention avec le groupement Meridiam Aéroport de Marseille, qui est le partenaire majoritaire de la société économique mixte. Nous avons évoqué également des difficultés de mobilisation des crédits budgétaires, donc des instructions ont été données au ministère de l'économie pour nous accompagner dans les résolutions de ces difficultés-là. Et nous avons posé aussi la préoccupation même du statut de la MOAD pour avoir une certaine autonomie pour pouvoir avancer rapidement. Le chantier de construction de l'aéroport international de Donsin, dont la finalisation est tant attendue par les Burkinabés, est l'un des plus gros projets de l'État. Son coût est estimé à environ 500 milliards de francs CFA. Rédigé dans un bref délai, le procédé à suivre pour aboutir à la réconciliation nationale et au vivre ensemble. Voici la tâche assignée au comité de pilotage du pacte du vivre ensemble. Il a été installé officiellement ce 8 juillet par le ministre de la Réconciliation nationale. La cérémonie sous la touche professionnelle de Roger Kam et Maïmouna Traoré. Les membres du comité de pilotage du pacte de vivre ensemble officiellement installés, issus des différentes couches sociales, le comité est appelé à conduire les travaux pour l'élaboration du document stratégique devant servir de référentiel dans le processus de réconciliation nationale. Un organe qui va donc se charger donc de sa rédaction. Et ce pacte-là va être, comme son nom l'indique, un document qui va dire ce que nous, Burkinabés, à travers nos diversités ethniques, religieuses, générationnelles, tout ça, socio-professionnelles-là, comment on entend se mettre ensemble. Une sorte d'accord entre Burkinabés, voilà, pour vivre ensemble dans ce pays-là et regarder sereinement donc l'avenir. On attend d'eux que très rapidement, ils nous sortent le document. Dans son initiative, le Burkina Faso peut compter sur l'accompagnement du programme des Nations Unies pour le développement, tant sur le plan financier que matériel. Comme vous savez, la réconciliation nationale est la priorité ou une des grandes priorités du gouvernement de Burkina Faso. Et le PNUD, ensemble avec d'autres agences des Nations Unies, appuie le gouvernement et spécifiquement le ministère de la Réconciliation dans ce processus-là. Donc il s'agit d'un appui technique et financier. Le document issu des travaux du comité fera l'objet de validation en Conseil des ministres, puis soumis au Forum national de la réconciliation.
Et cette conférence de presse s'inscrit en bonne place dans l'actualité. Il s'agit de celle de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. 3 points à l'ordre du jour. Il s'agit des récentes mesures prises par le chef de l'État, l'avenir du dialogue politique et l'attitude de l'opposition politique face aux questions d'intérêt national. La conférence, comme si vous y étiez, c'est avec Sié Lassina Ouattara et Nyar Kiteda. L'opposition politique a-t-elle trahi l'esprit du dialogue politique? Cette question qui taraude les lèvres de bon nombre de militants des partis de la majorité trouve réponse à cette conférence de presse de l'APMP. L'opposition politique a trahi, je le dis haut et fort, parce que j'étais moi au dialogue politique. Nous n'avons pas vu, par rapport à la question sécuritaire, nous n'avons pas vu, je dis et je répète, une divergence de point de vue. Bien au contraire, c'était de façon consensuelle que les questions pendantes ont été reportées au 3 et au 4 juillet pour une reprise. Et d'ailleurs, c'était à la demande de l'opposition politique. Et le chef de l'État a accepté. Tout en fustigeant l'attitude de l'opposition, l'APMP souhaite néanmoins la poursuite de ce dialogue, car selon elle, il est gage d'une volonté d'œuvrer à trouver des solutions aux problèmes du moment. Les partis de la majorité saluent en outre les récentes mesures prises par le président du Faso, des mesures qui, de leur avis, augurent des lendemains meilleurs au plan sécuritaire. Nous saluons et félicitons la décision du gouvernement d'avoir créé des forces spéciales. C'est pour redéfinir une nouvelle feuille de route dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je crois que c'est dans ce sens-là que le chef de l'État a pris toutes ses responsabilités pour assurer lui-même, comme un soldat au front, la charge de premier responsable des forces de défense. Tour à tour, Jacqueline Konaté de l'UPC, Lassane Savadougou du MPP et l'orateur principal du jour, Maître Benewende Sankara de l'UNIR-PS, ont invité la classe politique à plus de discernement et à œuvrer pour l'union, la cohésion et l'entente des populations pour combattre les groupes armés ennemis communs à l'ensemble des Burkinabés. Dans un autre registre, ils sont députés et membres du réseau des parlementaires pour l'eau potable. Ils ont pour mission de se familiariser avec le nouveau système de facturation de l'ONEA, de quoi faciliter les débats à l'hémicycle. Depuis ce 8 juillet, ils ont 48 heures pour appréhender les défis liés au financement de l'assainissement au Burkina. Ouverture des travaux avec Paul-David Bambara et Christine Koulibaly. À l'hémicycle, ils ont pris fait et cause pour l'accès de tous à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Membre du REFA-BF, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, ces élus comptent user de leur statut de législateur et surtout de contrôleur de l'action gouvernementale pour faire évoluer les indicateurs en la matière au Burkina. Ici, ils se donnent les moyens pour mieux porter la cause au moment du vote des budgets en renforçant leurs capacités en techniques et méthodes de plaidoyer. Le budget sensible à l'eau et à l'assainissement mérite que les députés connaissent les instruments, les moyens par lesquels il faut s'utiliser, où est-ce que par exemple il faut agir. Beaucoup de députés sont nouveaux. Et c'est pour nous, en tant que réseau, de faire en sorte qu'ils puissent maîtriser ces mécanismes-là et aider depuis l'élaboration du budget jusqu'à son adoption, que en tout cas le secteur-là connaisse une attention particulière. Il s'agirait également pour ces membres du REFA-BF au cours de ces 2 jours de travaux d'appréhender le nouveau système de facturation de la nationale de l'eau et les défis liés au financement de l'assainissement au Burkina Faso.
Faire connaître les actions gouvernementales passe par une communication inclusive et accessible à tous, d'où l'impérieuse nécessité de valoriser les langues nationales par le canal le plus approprié. Celui-ci demeure la radio rurale, une station de la RTB avec plus de 16 langues à parler. Et pour mobiliser les partenaires, le ministère de la Communication organise à Waiguia un forum débuté ce 8 juillet. Constantin Ouedraogo et Moussaki. Le forum sur la radio rurale se veut un espace pour mieux connaître cet outil de communication consacré aux acteurs du monde rural. Le ministère en charge de la communication veut lui donner ici un nouveau souffle. Permettre désormais à la radio rurale d'être pleinement au service du monde rural en faisant la promotion des bonnes pratiques. L'avenir de la radio rurale, donc, c'est de se mettre à la hauteur de cette mission, à la hauteur de ce défi. Et ça passe nécessairement par le renforcement des capacités de cet outil qu'est la radio rurale. Renforcement des capacités en termes d'investissement, qu'elle soit en mesure de se déployer à tous les coins de notre pays pour pouvoir échanger, pour pouvoir retransmettre, pour pouvoir diffuser les messages en faveur du développement. C'est de renforcer les capacités des journalistes aussi qui y travaillent. C'est de faire en sorte enfin qu'il y ait des ressources financières suffisantes pour produire les émissions qui parlent à nos populations. C'est pour établir une jonction solide entre les médias et le monde rural, pour aller vers un développement durable. On ne peut pas parler d'agriculture, d'élevage, d'environnement. On va aller au-delà, on ne peut pas parler de santé, d'éducation, sans une implication forte des médias, et notamment les médias locaux, avec une dominance concernant les langues nationales. La dynamique pour hisser la radio rurale est déjà enclenchée. 16 langues sont parlées sur la chaîne avec 54 émissions réalisées. La couverture du territoire national est de 65%, mais l'ambition du ministère de la Communication est d'avoir 30 langues et couvrir tous les territoires d'ici 2025. Les ministères en charge du développement rural, les institutions internationales, les ONG, les projets et programmes sont appelés à un partenariat gagnant-gagnant. Pour nous, la radio rurale, c'est un vecteur de développement. C'est pourquoi l'ensemble du ministère est là avec l'ensemble des projets pour que nous puissions échanger lors de ce forum-là comment nous pouvons accompagner la radio rurale pour que cette radio puisse jouer véritablement son rôle au sein du monde rural. C'est de bon ton que nous soyons là aux côtés du gouvernement pour continuer en tout cas à appuyer les radios rurales dans leur mission de sensibilisation et de changement de comportement, ce qui est très important au niveau du développement. Le forum de Waiguia porte sur le rôle et les priorités de la RTB radio rurale. 3 communications sont axées sur l'importance de la radio rurale pour les départements ministériels du secteur rural, la promotion du monde rural et la place de cet outil dans le développement. L'objectif de ces communications, permettre aux partenaires de s'approprier cet organe stratégique pour la communication qui touche une grande masse au Burkina Faso. 3 jours passés au Burkina et le satisfait total pour le président du conseil d'administration de l'AGRA. Un séjour qui lui a permis de constater l'impact de son institution relativement aux investissements réalisés. Aïlé Mariam a aussi été élevé par l'État burkinabé et à titre exceptionnel à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Roger Kam et Estelle Judith Assogba. Le président du conseil d'administration de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, en fin de séjour en terre burkinabé. Un séjour ponctué de rencontres d'échanges avec les plus hautes autorités sur les perspectives agricoles du pays et de visites de terrain sur les traces des réalisations de la dite institution. C'est un président du conseil d'administration très comblé et satisfait des investissements réalisés au Burkina Faso. Il est élevé ici au titre exceptionnel de la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon par l'État burkinabé. L'Alliance pour la Révolution verte en Afrique intervient au Burkina Faso depuis 2007. Pour le président du conseil d'administration de l'AGRA, d'autres actions majeures à court terme sont prévues. Au regard des défis climatiques que le Burkina Faso, il y a des efforts déjà qui sont en cours. Voilà, pour mettre à la disposition des producteurs
des variétés résilientes. Donc on a vu sur le terrain donc, des variétés qui ont été accompagnées, développées par la recherche nationale sur l'accompagnement de l'AGRA, qui sont en train d'être mis à la disposition des producteurs, qui permettent de résister au cycle de sécheresse ou d'inondation. Donc ça c'est un travail qui a consolidé davantage pour l'étendre. L'autre aspect, c'est vraiment la question de gestion de la fertilité des sols et de la conservation des eaux. Et pour une transformation agricole inclusive et durable pour le continent, l'Alliance compte prendre de grandes mesures à son prochain forum prévu à Nairobi au Kenya du 6 au 11 septembre prochain. Une rencontre à laquelle le Burkina Faso est invité. L'assurance agricole, processus de souscription et d'indemnisation. Le sujet est approfondi à Koudougou par le biais d'un atelier. L'objectif étant de présenter le produit pour susciter l'adhésion des acteurs. Salif Belem et Caroline Ouaré. Pourvoyeur à près de 35% du produit intérieur brut au Burkina, le secteur agricole se voit maintenant sous assurance. C'est une action du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. L'action vise à couvrir un secteur où les aléas climatiques représentent 53% des facteurs de perte, autant d'effets néfastes qui réduisent les capacités de production et de gain des producteurs agricoles. Le domaine agricole a longtemps été ignoré par les questions d'assurance. Et pour l'une des rares fois, un projet pilote a été conduit en la matière et qui a donné des résultats concluants. Et à présent, la démarche est d'aller vers une adhésion massive des producteurs à ce produit, de sorte que leur production, leurs exploitations soient sécurisées et qu'ils puissent aussi avoir un certain crédit auprès des institutions de financement. La phase pilote du projet s'est déroulée dans les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-ouest et de l'est du Burkina. Comme tout type d'assurance, les producteurs souscrivent d'abord à la prime d'assurance. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le produit assurantiel maïs. La prime s'élève à 12 000 francs à l'hectare. Et le gouvernement a pris un décret en juillet 2020 pour subventionner cette prime-là à hauteur de 50%. L'initiative du département de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles en partenariat avec la compagnie d'assurance Sonar IARD, le Crédit agricole marocain et l'Union européenne aura présenté des bénéfices pour les producteurs en ayant profité. Les cabris pluviométriques représentaient un cauchemar pour nous producteurs. Cette initiative du gouvernement visant à nous venir en aide est vraiment salutaire. Le présent atelier sera suivi de l'ouverture des souscriptions pour la campagne agricole 2021-2022. Il est également tout nouveau et vise la fluidité du commerce interrégional de bétail au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Son lancement est intervenu ce 6 juillet au marché de bétail de Tanguin à Ouagadougou. Le projet dans ses grands axes avec Salif Belem et Dramana Dadian. Un nouveau projet voit le jour ici au marché à bétail de Tanguin. Initié par l'Association ouest africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires, agro-silvopastoraux et halieutiques. Le projet Fluidité du commerce interrégional de bétail au Sahel et en Afrique de l'Ouest va, selon les acteurs, faciliter le commerce des produits silvopastoraux des pays de la sous-région. Le SILS, à travers mon département, appuie la promotion du commerce entre les différents pays de la sous-région. Et dans ce cadre, donc, le FIDA a bien voulu financer un certain nombre d'activités entre les pays de l'Afrique de l'Ouest pour permettre aux différents acteurs de pouvoir commercer facilement entre eux. Donc l'initiative est venue de là. Ce projet vient à point nommé, foi des acteurs de la filière bétail qui s'en félicitent. Ils ont d'ailleurs le soutien du département des ressources animales. Tous les forces de défense et de sécurité étaient présents et avec l'appui du ministère des Ressources animales. Donc nous pensons que nous avons été entendus et nous espérons que la suite de nos activités, beaucoup de choses seront plus allégées. Nous sommes venus ce soir pour encourager l'interprofession de la filière bétail-viande et nous avons eu des cadres de concertation avec
tous les acteurs concernés pour les accompagner dans la mise en œuvre. Et nous leur avons recommandé aussi d'être à jour de la situation administrative. Dans ce marché, transitent des milliers de têtes de petits et gros ruminants à destination des pays voisins. Une source de revenus pour les acteurs de l'élevage, un secteur qui contribue à près de 18% au produit intérieur brut. Ils sont élèves stagiaires, officiers et sous-officiers de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Ils séjournent depuis ce 7 juillet à l'École nationale d'administration et de magistrature pour une meilleure maîtrise de l'organisation et du fonctionnement des institutions administratives. La formation prendra fin ce 9 juillet, son déroulement avec Lassina Ouattara et Maïmouna Traoré. La 20e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano sur les bancs de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ils sont au nombre de 60, des élèves sous-officiers et officiers. Ils sont venus apprendre à mieux connaître les différentes institutions du Burkina Faso. Au cours de la formation, ils vont bénéficier de communication sur l'organisation et le fonctionnement des institutions administratives burkinabées dans un contexte de lutte antiterroriste. Ils vont comprendre l'administration publique, ils vont comprendre la notion d'État, ils vont connaître la notion de territoire, ils vont connaître la problématique des collectivités territoriales, la gestion de ces collectivités en temps de crise. Ils vont discuter de la thématique de la communication en temps de crise. Un module qui vient en complément à la formation reçue à l'Académie militaire Georges Namoiano. Ils sont presque à la fin de leur formation et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là dans un module que nous appelons connaissance du monde. Et dans ce module-là, il est question notamment de faire connaissance sur tout ce qui est au-delà de l'environnement militaire. C'est une session de formation certifiante et les stagiaires ont 3 jours pour s'approprier le thème retenu. En Haïti, 4 mercenaires impliqués dans l'assassinat du président Jovenel ont été tués. 2 autres ont été mis aux arrêts et la police poursuit ses investigations. Aucune information n'a toutefois fuité sur l'identité et les motivations des auteurs. 3 policiers qui avaient aussi été pris en otage ont été libérés. La situation reste tendue à Haïti au lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse. La police a annoncé avoir poursuivi les membres présumés du commando après leur attaque. Il s'agirait de mercenaires étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol. Aucune information sur leur motivation n'a été divulguée. 4 mercenaires ont été tués. 2 ont été interceptés sous notre contrôle. 3 policiers qui avaient été pris en otage ont été récupérés, a déclaré le directeur général de la police haïtienne. Face à cette instabilité, la République dominicaine a ordonné la fermeture immédiate de sa frontière ce mercredi, les 2 pays partageant la même île. Le Premier ministre haïtien a déclaré l'état de siège et a promis que les assassins du président Moïse allaient être traduits en justice. L'heure de l'union a sonné pour sortir de cette crise qui a trop duré et dont la population paye le prix. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce jeudi pour évoquer le drame qui frappe Haïti. Cet assassinat menace de déstabiliser encore davantage le pays le plus pauvre des Amériques, déjà confronté à une double crise politique et sécuritaire. Voilà qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.